Stockholm 1933. L'automne traîne une couleur tiède sur les canaux tranquilles. Une grande jeune fille mince, un peu timide, un peu maladroite, marche à grands pas le long du quai de Strandvägen. Elle serre contre elle un petit cartable de carton bouilli. Elle s'arrête un instant devant une petite boutique au volet clos, la boutique de son enfance. Les images se bousculent dans sa tête. Pendant quelques secondes, il lui semble revoir son père Justus. Elle entend sa voix chaude et riante. « Mais pourquoi veux-tu aller à l'école, Ingrid? Maintenant, tu sais lire et calculer, tu perds ton temps. Il vaudrait mieux que tu rentres à l'opéra. Ça, c'est la vie. Apprends à être une artiste. Apprends à être un créateur. Voilà ce qui est important. » Le crissement d'un tramway disperse les souvenirs. Une autre voix tonne maintenant dans la tête de la jeune fille qui presse le pas en direction de l'école royale d'art dramatique. « Actrice? Ah, tu n'y songes pas, Ingrid. C'est un métier de prostituée. » D'un sourire, elle chasse les dernières recommandations de son oncle Otto, qui l'a recueilli à la mort de ses parents, et escalade à grandes enjambées le vaste perron de pierre de l'école. Retenant son souffle, elle s'engouffre dans la petite porte marquée « Entrée des artistes ». Le portier, un petit homme rond portant des lunettes cerclées de métal, consulte avec attention son registre. Bergman. Ah, mademoiselle Bergman, voilà, vous avez le numéro 32. Ah, il va falloir attendre un bon bout de temps avant de passer votre audition. Elle ressort immédiatement du théâtre, traverse la rue et gagne un petit parc qui borde le quai. De son cartable, elle tire une grande enveloppe brune et sort 2 textes dactylographiés qu'elle répète attentivement tout en sautant d'un pied sur l'autre. Soudain, elle éclate de rire. Cette fois, ça y est. Si les autres candidates présentent les habituelles tirades de Camille ou de Lady Macbeth, elle sait maintenant comment surprendre le jury. « Je vais les faire rire, dit-elle. » Tenant d'une main son rôle, celui d'une jeune paysanne, drôle et jolie, extrait d'une pièce hongroise, elle répète son entrée en scène. Un bond de côté, elle se plante là, au milieu de l'allée, jonchée de feuilles mortes, les 2 mains sur les hanches, les jambes écartées comme pour dire « Voilà, c'est moi ». Si on devait caractériser la vie d'Ingrid Bergman par un mot ou par une qualité, on dirait que c'est une parieuse. Frédéric Mitterrand, spécialiste du cinéma. Ingrid Bergman ou le pari. Alors évidemment, quand on lit les mémoires de cette dame sérieuse, ce sont des mémoires d'ailleurs très intéressants, mais où les choses sont un peu enjolivées, on n'a pas du tout l'impression de lire les mémoires de quelqu'un qui a passé sa vie à faire des paris et à prendre des risques. Et pourtant, la vie d'Ingrid Bergman est une succession de risques. L'enfance d'Ingrid Bergman et celle de Garbeau présentent de troublants points de similitude. Françoise Ducou, journaliste et auteure de plusieurs ouvrages sur le cinéma, évoque l'enfance d'Ingrid Bergman. Parce que Bergman, comme Garbeau, perd son père très très tôt et ça va être un très grand choc. Elle adore ce père qui est un artiste, il joue du violon, il fait de la peinture et il inculque à la petite Bergman, à sa petite fille, il lui inculque que le bonheur d'être peut-être déjà sur une scène et en tout cas certains dons artistiques. Elle perd sa mère, très bonne heure, mais le grand choc, ça va être la mort du père à 13 ans. Mais à 13 ans, elle est coupée brutalement de ce père qu'elle adorait et à qui elle devra beaucoup, et elle est projetée dans un autre monde qui ne lui est pas hostile, puisqu'elle sera recueillie par sa tante et son oncle, mais où elle ne se sent pas à l'aise. Elle parle beaucoup de sa timidité. Quand on l'interroge en classe, elle a des crises d'allergie, elle se met à enfler, ses lèvres enflent, elle a des tremblements. Bon, c'est une enfant à qui quand même il a manqué quelque chose, et je ne peux répéter que cela. Le parallèle avec Garbeau, Garbeau, toute sa vie, va chercher le père. Ça, je crois que Bergman va s'en écarter totalement, parce que Bergman va prendre sur elle, elle va
faire alterner ce mélange de timidité qui est certainement en elle, avec non pas de l'affirmation, mais avec une grande volonté et un grand désir de ne faire non pas ce qu'elle a envie de faire, mais ce qu'elle doit faire. Jour après jour, Ingrid Bergman se rend à l'école royale d'art dramatique de Stockholm, où elle suit les cours de première année. Leçons de danse, d'escrime, cours d'expression corporelle et de diction. Peu à peu, elle apprend la maîtrise de ce corps trop long, trop maigre, qu'elle traînait avec timidité dans les cours du lycée. Elle s'épanouit. Les garçons cessent de la taquiner et commencent même à trouver un certain charme à cette grande fille secrète et maladroite. L'un d'eux, Peter Lindström, un étudiant de l'école dentaire, se montre plus assidu que les autres. Elle a 18 ans, il en a 25. C'est un grand garçon avec des cheveux châtains. Sportif et excellent danseur, sérieux et plein d'humour, il ne tarde pas à séduire Ingrid. Et tandis que l'on parle de fiançailles, Ingrid se jette à corps perdu dans sa véritable passion, le théâtre. La première année s'achève, Ingrid a devant elle 3 longs mois de vacances. 3 mois pour voir jouer les autres au théâtre et au cinéma. L'été 1934 s'achève. Ingrid doit reprendre le chemin de l'école royale d'art dramatique où elle est inscrite en 2e année, et cela au moment même où producteurs et administrateurs des films suédois commencent à la remarquer. On lui propose même un contrat d'1 an pour $500. Ingrid relève le pari. Elle claque la porte de l'école d'art dramatique qui voulait la retenir et se lance dans le cinéma. Bien plus, elle impose ses conditions et en bas de son contrat, il est stipulé que la société Les Films Suédois lui paieront en plus les cours nécessaires pour achever sa formation d'actrice. Cours de danse, de maintien et de diction alternent maintenant avec les tournages. En 1936, elle fait coup sur coup 2 films avec Gustave Molander qui ne veut plus laisser échapper sa brillante découverte. Ce sont Du côté du soleil et Intermezzo. En fait, vous connaissez le film, c'est un film très mélo. Françoise Ducou parle d'Intermezzo. C'est l'histoire d'une jeune accompagnatrice au piano d'un célèbre violoniste qui s'éprend follement de cet homme qui est marié, etc. Lui se révèle un caractère plutôt égoïste et plutôt pas très chic. Bon, il abandonne sa femme, son enfant, et il va vivre une idylle romantique sur les bords de la Riviera avec cette jeune fille, mais grâce à Dieu, la morale est sauve et il reviendra à la suite de circonstances dramatiques qui vont ressouder le ménage. Mais surtout, il y avait un personnage qui détonnait dans ce film, c'était Bergman. Tout a été très vite. De la figuration au second rôle, des seconds rôles au premier rôle, en moins de 2 ans, Ingrid Bergman est devenue une grande vedette du cinéma suédois. Ses premiers contrats lui assurent maintenant une totale indépendance financière. Elle a épousé son fiancé, Peter Lindström, et elle a donné le jour à une petite fille, Pia, dont le prénom signifie naïvement Peter Ingrid Always. Peter Ingrid pour toujours. Au moment où le public américain découvre Intermezzo, la presse est unanime. Les producteurs hollywoodiens devraient songer à prendre les mesures nécessaires pour la convaincre de venir dans notre pays, ne serait-ce que pour l'enlever au cinéma suédois, qui commence à devenir un sérieux rival. Et c'est ainsi qu'Hollywood débarque à Stockholm, au début de l'hiver 1939, sous la forme d'une petite femme mince, les traits fins. Je m'appelle Kay Brown, je représente la Selznick International. Timide, impressionnée, Ingrid répond simplement « Bienvenue en Suède ». La conversation entre les 2 femmes va durer des jours et des jours. Ingrid ne veut pas d'un contrat qui la lierait pour 7 années au producteur d'Hollywood. Au fil de la conversation,
Kay s'aperçoit qu'Ingrid n'a rien de commun avec le monde d'Hollywood et que le plus sage serait peut-être de la laisser vivre tranquillement son petit bonheur familial entre sa maison, son mari et son enfant. Elle est prête à renoncer quand Ingrid, conseillée par Peter, se décide enfin, d'accord pour un contrat, dit-elle, mais un contrat portant sur un seul film et un droit d'option sur un second si tout se passe bien. Le 6 mai 1939, sur le port de New York, Kay Brown accueille Ingrid Bergman à sa descente du Queen Mary. Pour tout bagage, Ingrid traîne une petite valise qui trahit bien son intention de ne pas s'installer aux États-Unis. Enfin, après quelques semaines passées à New York, pour se familiariser avec la langue, direction Hollywood. Hollywood où l'attend le producteur David Selznick. Il a vu mon film Intermezzo, la version suédoise, n'est-ce pas? Alors il a acheté le film et moi aussi. Ingrid Bergman raconte sa première entrevue avec David Selznick. Mais il ne m'a pas vu encore et je suis très, très grande fille. Et à ce moment, aujourd'hui, la jeune génération sont tous très grandes. Mais à mon temps, là, il y a 40 ans, tout le monde était très petit. Alors, tous les acteurs et actrices, pas Gary Cooper, mais plus étaient petits. Alors, il a eu un coup quand il m'a vu. Et la première chose qu'il m'a dit, est enlever tes souliers. Il pensait que j'ai des talents comme ça. Pour la première fois de sa vie de producteur, David Selznick s'est heurté à un refus catégorique. Pour la première fois, une actrice a osé lui dire non. Dans la cuisine où il achève de dîner, tandis que ses invités prennent un dernier verre autour de la piscine, le tout-puissant producteur d'Hollywood, qui vient de terminer Autant en emporte le vent, observe cette grande jeune femme maigre, au nom imprononçable, aux sourcils trop épais, au visage trop rond, au front buté et trop court. Elle a dit non et elle s'est tue. Elle refuse de changer de nom, elle refuse de changer de visage. Ingrid Bergman, elle, refuse tout maquillage et, à plus forte raison, toute modification de son physique. Son talent, c'est d'être naturel et elle le dit à David Selznick. Alors, l'homme s'arrête de tourner en rond dans cette petite cuisine. Il relève ses épaisses lunettes d'écaille sur son front et fixe ses yeux bleus sur le visage d'Ingrid. On disait d'un physique comme celui-là, on disait autrefois une chose assez belle, on disait « Elle est belle, elle est belle. Mon Dieu, qu'elle est belle. Elle n'a pas l'air d'appartenir à ce monde. » Juliette Gréco qui jouera avec Ingrid Bergman dans Helena et les hommes, un film de Jean Renoir. Et c'est vrai qu'elle n'appartient pas au monde des vivants. Pas vraiment. Elle est trop taillée dans le marbre. Elle est trop taillée dans la perfection. La perfection n'est pas humaine. Et elle est de ce fait inaccessible déjà de par cette forme de beauté. N'empêche pas d'avoir certainement là-dessous un tempérament de flamme et de femme. Et cela, David Selznick vient de le comprendre. Agrippant à pleine main le dossier d'une chaise, il s'assoit en se martelant le front de coups de peau. « J'ai une idée, dit-il. Oui, une idée tellement simple que personne n'y a encore pensé à Hollywood. Je vous laisse telle quelle, Ingrid. Vous serez la première actrice naturelle. »
Bien que peu habitués à contester les ordres du patron, les membres de l'équipe Selznick se regardent avec un air stupéfait et sceptique. Le même air stupéfait et sceptique que les caméramens promèneront le lendemain sur le plateau des essais, puis lors des tournages de la version américaine d'Intermezzo. En coulisses, on parle de la grosse vache suédoise dont Selznick vient de faire l'acquisition. Avec la taille qu'elle a, murmure-t-on, elle ne pourra jouer qu'à genoux et encore des rôles de blanchisseuse ou de cuisinière. On ne la verra jamais, pas même dans un film de série B. Et pourtant, lorsque la version américaine d'Intermezzo sort sur les écrans en janvier 1940, la presse donne raison à David Selznick. Graham Greene, critique de cinéma au Spectator, note « Ce film vaut surtout la peine d'être vu pour sa nouvelle vedette, Miss Ingrid Bergman, qui est aussi naturelle que son nom. Elle ne donne pas du tout une impression de jeu, mais une impression de vie. » Le tout Hollywood des producteurs et des réalisateurs commence à s'intéresser au talent peu commun de la jeune Suédoise. Les propositions affluent et 4 heures seulement après avoir terminé le tournage de La famille Stoddard, Ingrid quitte la Columbia pour la Metro-Goldwyn-Mayer pour tourner un nouveau film avec Robert Montgomery et George Sanders, La proie du mort. Sur le plateau, c'est Ingrid qui fait la loi. On change plusieurs fois de metteur en scène et malgré ses difficultés de tournage, le film consacre le talent d'Ingrid. Louella Parsons, l'une des chroniqueuses les plus écoutées d'Hollywood, lance même un défi aux producteurs. « Je me demande pourquoi, écrit-elle, la Metro-Goldwyn-Mayer se soucie encore des caprices de Greta Garbo quand elle dispose d'une actrice suédoise, du talent et de l'intelligence d'Ingrid Bergman. » Je ne sais pas à quel schéma pouvait correspondre Bergman quand elle arrive. Bon, replaçons l'histoire, c'est 1939. Françoise Ducou évoque les concurrentes possibles d'Ingrid Bergman lors de ses débuts à Hollywood. Qu'est-ce qui triomphe sur les écrans? Bon, il y a eu le grand succès d'Autant n'emporte le vent. Il y a les femmes méchantes, genre Bette Davis, genre Barbara Stanwyck. J'allais employer un gros mot que la morale réprouve, disons-le quand même, les emmerdeuses, type Joan Crawford. Il y a encore Miss Shirley Temple, insipide, sucré, le vrai loukoum du Middle West, qui est toujours en train de sévir. Garbo, on ne le sait pas, la déesse, la divinité, en fin de carrière. Peut-être qu'il y a une place pour une nouvelle sensibilité, un nouveau physique, un nouveau personnage. Bon, mais je ne suis pas totalement sûre que Selznick ait raisonné en ces termes, au contraire. Et effectivement, David Selznick se trompe. S'il décide de faire jouer Ingrid Bergman dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est dans le rôle de la fiancée. Un rôle en tout point conforme à la gentille gouvernante ou à la gentille réfugiée qu'Ingrid avait incarnée dans ses films précédents. Et précisément, Ingrid ne veut plus jouer les femmes douces. Moi, je me méfie de ces personnages, genre lointain iceberg, parce que il y a toujours là-dessous un volcan qui remue. Juliette Gréco évoque les deux visages d'Ingrid Bergman. Mais probablement peu de gens arrivent à gratter la glace. Probablement peu de gens, j'imagine. Mais je pense que c'est une femme brûlante. Je pense qu'elle a une âme brûlante, mais elle garde ses apparences.
Elle les cultive peut-être. Bon, sa froideur n'est pas crédible pour moi. J'y crois pas. Je ne crois pas à cette femme apparemment bien élevée et lointaine. J'y crois pas. Moi, je crois que c'est une bonne femme très passionnée. Pour moi, c'est une très grande comédienne. C'est une femme qui veut volontairement donner une image d'elle-même qui n'est pas elle. C'est une question d'éducation, une question de milieu dans lequel elle a dû vivre. Mais je ne crois pas à cette image. Elle n'est pas crédible pour moi. Moi, je crois que c'est un volcan qui est recouvert d'une chape de glace. Et ce volcan explose avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ingrid Bergman refuse le rôle de la gentille fiancée et réclame le rôle de la barmaid, la méchante Evie, qui a été confiée à Lana Turner. Vous voulez savoir que j'étais capable de faire autre chose. Je jouais toujours le même rôle, un nom différent, mais c'est toujours le caractère. Celui-là, bon. Alors, je changeais avec Lana Turner pour Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Je ne sais pas si elle connaît cette histoire, mais c'est moi qui étais dernière là pour les coulisses, pour faire changer que moi, je pouvais jouer son rôle, qui était le petit fille au bar, et elle jouait le rôle qui était donné à moi. La bonne fille de famille. D'abord sceptique, Victor Fleming finit par accepter de faire tourner un bout d'essai à Ingrid Bergman. Et c'est la révélation. Elle prend le rôle d'Ivy et abandonne son rôle de femme sage à Lana Turner. Avec Anna Christie, une pièce qu'elle joue en 1941, Ingrid Bergman achève sa métamorphose. Elle a désormais rompu le carcan dans lequel voulaient l'enfermer les producteurs d'Hollywood. Elle donne la preuve qu'elle est avant tout une comédienne, une très grande comédienne, et qu'elle peut jouer tous les rôles. La presse est enthousiaste. Sa maison de Rochester, où son mari Peter Lindstrom vient de la rejoindre, est assiégée jour et nuit par les fans. Elle a 24 ans et elle triomphe. Le 7 décembre 1941, l'aviation japonaise attaque la flotte américaine ancrée à Pearl Harbor. Les États-Unis entrent en guerre. Les bravos d'Hollywood se figent. Les triomphes d'Ingrid Bergman au cinéma et au théâtre s'éteignent dans un bruit de guerre. Ingrid ne tourne plus. Elle vit recluse dans sa maison de Rochester, où elle tente de renouer avec le paisible bonheur conjugal des premières années. Mais elle brûle d'envie de jouer, de tourner. Elle est prête à tout accepter. Et c'est ce qu'elle fait au printemps 1942, en acceptant de jouer dans un film sans scénario. Un film dont on sait seulement qu'il se passera en Afrique du Nord et qu'Humphrey Bogart sera le partenaire d'Ingrid Bergman. Ce film s'appelle Casablanca. Quand nous avons fait Casablanca, ce n'était pas une très grande idée. Le scénario était non existant. On a travaillé comme ça jour après jour. C'était très difficile. Le résultat, c'est le triomphe. Le triomphe pour Ingrid Bergman, Humphrey Bogart et un Oscar pour le film, devenu un grand classique du cinéma américain. I'm sorry, but you are our last hope. If you don't help us, Victor Laszlo will die in Casablanca. What of it? I'm going to die in Casablanca. It's a good spot for it.
Le triomphe, jamais démenti depuis, est international. Et Ingrid Bergman grimpe en tête du box-office d'Hollywood. C'est une gentille maison fleurie sur les coteaux de Beverly Hills. Ingrid Bergman s'y est établie avec son mari, Peter Lindström, et sa fille, Pia, dès son retour d'Europe. Elle est maintenant totalement hollywoodienne et sa côte se maintient en tête du box-office. Réalisateur, producteur, soucieux de renouer avec le succès de Casablanca et de Pour qui sonne le glas, l'assaille de propositions. Ingrid hésite. Depuis Antise, qu'elle a tourné avec George Cukor en 1944 et qui lui a valu un Oscar, elle n'a rien accepté au cinéma. La rencontre à Paris du photographe Bob Capa lui a fait reconsidérer sa vie, sa carrière, et elle souhaite se débarrasser du carcan auquel la condamne sa condition de star. Pour cela, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'un metteur en scène qui comprenne ce dont elle est capable. Un verre de martini à la main, l'air secret et bougon, Alfred Hitchcock l'écoute. Ingrid Bergman a été une héroïne d'Hitchcock parfaite. Frédéric Mitterrand. Elle était grande, blonde, un peu froide, avec un air de grande santé naturelle. Ce sont des caractéristiques qu'on retrouve chez Grace Kelly, chez Kim Novak, ou Tippi Hedren, qui alors est le sommet du genre, puisqu'elle a absolument l'air d'une poupée blonde, oxygénée. C'est donc une caractéristique des héroïnes de Hitchcock. Il s'en est expliqué très bien. Il a dit, si dans une scène, vous mettez face à face un homme et une femme, et que la femme est une brune, genre Liz Taylor, un peu petite, avec une grosse poitrine, très violemment sexuée. Et puis que cette femme, tout d'un coup, au détour d'une phrase, ouvre la braguette du monsieur. Alors, forcément, vous allez être très choqué. Et vous allez trouver ça répugnant ou intéressant, mais en tout cas, vous aurez une impression très forte. Mais vous serez choqué, mais vous ne serez pas surpris. Par contre, si en face, vous avez une blonde élégante, distinguée, raffinée, qui, au détour d'une phrase, se jette elle aussi sur la braguette du monsieur, non seulement vous serez choqué, mais aussi vous serez surpris, parce que vous ne pouvez pas s'y attendre. Et alors, évidemment, si vous êtes choqué, c'est bien, mais si vous êtes choqué et surpris, c'est encore mieux. Au-delà de cette image volontairement outrée qu'Alfred Hitchcock donne de sa conception du rôle de la femme, il a parfaitement compris toute la spontanéité, toute la violence, tout le naturel qui se cache derrière le masque un peu froid d'Ingrid Bergman. Et à l'écran, cela donne un premier film, La maison du docteur Edwards, dans lequel Ingrid Bergman joue le rôle d'une jeune psychiatre aux côtés de Gregory Peck. La critique est unanime. Le succès dépasse toutes les espérances. Alors le producteur David Selznick, décidé à exploiter le film jusqu'au bout, commande un second film à Alfred Hitchcock avec Ingrid Bergman et Cary Grant en vedette. Ce sera un chef-d'œuvre. Le titre, Les Enchaînés. Cary Grant y joue le rôle d'un agent secret américain, amoureux d'Ingrid, devenue, pour la circonstance, la fille d'un espion nazi déjà condamné. Curieux roman que celui que nous vivons. Pourquoi est-il si curieux? Peut-être parce que vous ne m'aimez pas. Si j'étais si indifférent, vous le sauriez. Mais vous n'avez encore rien dit. Mes actes parlent autant que les mots. Avec le triomphe des Enchaînés, réalisé par Alfred Hitchcock, Ingrid Bergman est au sommet de sa carrière. Elle est devenue une star,
une institution que l'on achète pour la bagatelle de 800 000 $ par film. Dans sa grande et simple maison de Beverly Hills, où elle abrite ce qui lui reste de vie privée entre Peter, son mari, et Pia, sa fille, elle étudie de nouvelles propositions, de nouveaux rôles. Mais les deux rencontres, celle de Bob Capa et celle d'Alfred Hitchcock, qu'elle a faites ces dernières années, lui laissent un goût amer d'insatisfaction, de lassitude. Elle redoute de devenir cette institution, cette entreprise, contre laquelle Bob Capa la mettait en garde. Hollywood lui a tout donné, mais elle en a assez d'Hollywood. Peter Lindstrom, son mari, l'a toujours aidé, conseillé, mais elle en a assez des aides, des conseils. C'est un homme très rigoriste, très conformiste. Françoise Ducou. Il va lui imposer, quand ils seront à Hollywood, à mener une vie qu'elle n'aime pas du tout. Bon, suivant son schéma, qu'est-ce que c'est qu'une vedette? Qu'est-ce que c'est qu'une star? C'est une femme qui sort en manteau de vison, en belle robe, bien coiffée, tous ses bijoux, et qui va à des dîners, qui se fait photographier au bras de Cary Grant, etc., qui se montre. Bon, Bergman, elle refuse, ça la fait suer carrément. D'ailleurs, elle le dit, moi, ça me faisait suer de porter des manteaux de fourrure, ça m'ennuyait d'avoir des bijoux, etc. Hollywood, c'est pas du tout quelque chose qui correspond à cette femme qui est une femme naturelle, pas maquillée, pas coiffée, les souliers plats. Hollywood, à l'époque, on était en vitrine du matin au soir. Elle a peut-être quand même anticipé, elle a peut-être annoncé tous ces acteurs qui aujourd'hui, si vous dînez à la même table que De Niro ou Dustin Hoffman, ça vous fait ni chaud ni froid, parce que c'est des types qui sont en jeans, qui sont mal rasés, qui sont mal habillés, qui sont mal coiffés. Enfin, bon, c'est des types qui se comportent, qui ne font plus aucune différence entre ce qu'ils font sur un plateau et ce qu'ils font dans la vie. Bon. Or, à l'époque, son époque glorieuse, c'est-à-dire entre 39 et 45, eh bien, il fallait être tout le temps en représentation. Et ça faisait partie du contrat. Je veux dire que quand on signait un contrat avec une major company, eh bien, il y avait tout un chapitre qui stipulait qu'on devait assister à telle chose, qu'on ne devait pas renacler si on vous demandait de paraître à tel truc, etc. Ça faisait partie du jeu. Hollywood 1948. Le rideau tombe sur l'écran. Un épais silence couvre la salle. Les spectateurs restent un long moment immobiles, figés à leur fauteuil. Tout se passe comme après un accident, quand les badauds paralysés par ce qu'ils viennent de voir restent muets sur place, bien après le départ des blessés. Puis, peu à peu, quelques silhouettes secrètes s'agitent dans l'ombre. 1, puis 2, puis 10 fauteuils claquent. Les spectateurs remontent lentement les allées du cinéma, comme si quelque chose les retenait encore sur place, comme s'ils ne parvenaient pas à retrouver le chemin de la réalité, le chemin de la ville. Sur le trottoir, des petits groupes se forment et traînent un long moment encore devant le cinéma. Les néons, les feux des voitures, les bruits des moteurs recouvrent bientôt les dernières images du film. Tirant par le bras Peter, son mari, Ingrid Bergman l'entraîne une nouvelle fois vers l'affiche. Elle ne dit rien et observe longuement ce titre. Rome, ville ouverte. Et ce nom. Roberto Rossellini. Enfin, elle parle. La voix brisée par l'émotion. Peter, dit-elle, il faut absolument qu'on retienne le nom de ce metteur en scène. Pour être capable de montrer ça sur un écran, ce type doit être tout à fait fantastique. La nuit printanière entre par petites bouffées tièdes dans la voiture qui roule maintenant vers Beverly Hills. Ingrid n'a pas desserré les dents pendant tout le voyage.
elle est terriblement émue. Comme si ce film, comme si ce Roberto Rossellini venait soudain de briser, de pulvériser son destin trop tranquille de star du cinéma. Comme si les 80 minutes de Rome, ville ouverte venaient de remettre en question 14 années de carrière, 14 années d'un triomphe jamais démenti. Arrivée chez elle, elle saisit une feuille de papier et griffonne nerveusement quelques lignes qu'elle adresse à Roberto Rossellini. Cher monsieur, j'ai vu votre film Rome, ville ouverte. Je l'ai beaucoup aimé. Si vous avez besoin d'une actrice suédoise qui parle très bien l'anglais, qui n'a pas oublié son allemand, qui n'est pas très compréhensible en français et qui en italien ne sait dire que ti amo, je suis prête à venir faire un film avec vous. Miraculeusement épargnée par l'incendie qui a ravagé les films Minerva où elle était adressée, la lettre d'Ingrid Bergman va traîner encore de nombreuses semaines avant de parvenir chez Roberto Rossellini. Un Rossellini sceptique qui doit rassembler tous ses souvenirs de cinéma pour se rappeler effectivement avoir vu Ingrid Bergman dans Intermezzo, un film tourné 14 ans plus tôt. Il n'aime guère le cinéma américain et il ne comprend pas très bien qu'une star d'Hollywood puisse songer même un instant à faire un film avec lui. Mais enfin, ses films sont mal accueillis par la critique. Il a d'énormes problèmes d'argent et un projet avec Ingrid Bergman pourrait facilement convaincre et les producteurs et les critiques. Alors il se décide et envoie un premier télégramme à Ingrid Bergman. Le télégramme est bientôt suivi d'une lettre dans laquelle il présente ses nouveaux projets et finalement, le 23 septembre 1948, il débarque lui-même à Beverly Hills chez les Bergman. Quand Ingrid Bergman a vu Rossellini, Rossellini était absolument à l'opposé de tout ce qui était présenté comme étant les critères habituels de la séduction à Hollywood. Frédéric Mitterrand évoque la rencontre d'Ingrid Bergman et de Roberto Rossellini. Un homme séduisant à Hollywood, c'était Tyrone Power. Bon. Et quand on voyait Rossellini, on voyait arriver un monsieur italien entre deux âges, puisqu'il avait déjà 40 ans, gros, ramassé sur lui-même, avec des petits costumes fripés. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne payait pas vraiment de mine. Bon. Or, elle tombe immédiatement amoureuse de Rossellini. Quiconque se donnait un petit peu la peine de regarder comprenait que Rossellini était à 100 000 lieues au-dessus de tous les playboys fatigués et savamment entretenus qui traînent à Hollywood. Rossellini était tout d'abord complètement génial. De surcroît, il avait un charme fou qui compensait largement une apparence physique un peu disgracieuse. Mais aussi, cette apparence physique n'était pas sans charme. Il avait l'air d'un vieux Romain plein de sagesse, avec un visage absolument remarquable. Et en fait, il était tout à fait compréhensible que quelqu'un qui ait le sens des contacts humains, comme l'avait Ingrid Bergman, il était tout à fait compréhensible qu'elle puisse tomber amoureuse de lui. Bref, Ingrid, qui est en fin de contrat, profite de l'opportunité qui lui est donnée et annonce à la presse absolument stupéfaite qu'elle va tourner le prochain film de Rossellini.
Bien plus tard pour Ingrid, la rencontre avec Roberto Rossellini, c'est aussi une façon d'échapper aux problèmes que lui pose depuis plusieurs années déjà son mariage avec Peter Lindstrom et sa vie à Hollywood. Alors, un matin de mars 1949, elle boucle sa valise et quitte Beverly Hills. Derrière les grilles de la grande maison, Peter serre sa petite fille Pia contre lui. Il a compris. Ingrid ne reviendra plus. De leur côté, producteurs et metteurs en scène, alertés par les potins qui commencent à courir dans la presse hollywoodienne, se sentent vexés, humiliés, trahis par celles qu'ils considèrent comme leur propre créature. C'était un pari incroyable. C'était la plus grande star qui décide de tourner des films en 16 mm à l'autre bout du monde. Frédéric Mitterrand. C'était une sorte d'adieu au cinéma en pleine gloire. C'était presque la même chose que lorsque Greta Garbo s'est arrêtée de faire du cinéma 10 ans plus tôt. Pour Hollywood, le camouflet est absolument énorme. Les producteurs d'Hollywood décident de boycotter Ingrid Bergman. Dans toutes les histoires d'Hollywood, quand la star se révolte, les producteurs avaient toujours fait la même chose. Ils l'avaient blacklistée pour l'empêcher de tourner jusqu'à ce qu'elle revienne repentante. Ingrid Bergman, elle, sait très bien comment les précédentes histoires se sont passées. À partir du moment où elle a décidé de tourner avec Rossellini, à partir du moment où elle a envoyé sa petite lettre toute simple, elle a en fait claqué d'elle-même la porte d'Hollywood et elle sait qu'Hollywood ne lui pardonnera jamais. En 1955, Roberto Rossellini et Ingrid Bergman, devenus le couple maudit du cinéma, entreprennent ensemble un 6e film. Un 6e pari. C'est La Peur, d'après le roman de Stefan Zweig. Épuisée par 6 années de lutte, 6 années de scandales et d'échecs, Ingrid Bergman aborde le tournage sans enthousiasme. L'expérience lui a enseigné qu'elle n'était pas faite pour ce genre de cinéma. Avec tous les films que nous avons faits, Roberto et moi, avec aucune réussite, et que les gens ne sont pas compris le film du tout. C'était assez difficile de trouver un travail. Ingrid Bergman tire les leçons de ses années de tournage avec Rossellini. Ensemble, les gens ne voulaient plus voir nos films. Non, justement, je dis ça aussi dans mon livre, que moi je suis venu, c'est moi qui ai écrit la lettre, et il a accepté. Mais quand même, je suis venu ici et je voulais faire des films un peu comme je faisais avant à Hollywood, même avec la réalité et avec la qualité de ces films, néoréalisme. Mais ça, c'est impossible, naturellement. Et lui, il ne pouvait pas faire des films entertainment. Il faisait le documentaire. Ingrid Bergman se remet peu à peu de sa longue parenthèse italienne. Divorcée d'avec Roberto Rossellini, remariée avec le producteur de théâtre Lars Schmidt, elle entame une seconde carrière. Après La Tour d'écrou qu'elle tourne avec John Frankenheimer, elle retrouve Anatole Litvak, avec lequel elle avait fait Anastasia, pour tourner Aimez-vous Brahms, une adaptation du roman de Françoise Sagan. Ses partenaires sont Yves Montand et Anthony Perkins. Le film force les dernières réticences d'Hollywood. Elle est bien admise dans la mesure où elle représente maintenant un monument. Françoise Ducou. Quand Hitchcock a été fêté par Hollywood, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tous les acteurs qui avaient joué dans ces films, il y avait tous les monteurs, il y avait tous les preneurs de son, mais on pouvait dire que the guest star, vous savez, la guest star des feuilletons américains, c'était Bergman. Quand dans un geste très solennel, très hollywoodien, elle lui a dit, voilà, vous m'aviez donné, il y a bien des années auparavant, une clé, la fameuse clé, rappelez-vous, des Enchaînés, cette clé qui vous fait trembler parce qu'il n'y a plus de champagne, il faut aller chercher du champagne dans la cave. Or, elle a volé la clé à son mari. Eh bien, vous m'aviez donné cette clé au moment des Enchaînés, eh bien maintenant, je vous la rends. Et tout le monde a applaudi et tout le monde s'est mis à pleurer. Et ce monument qui n'a jamais voulu être une star, va encore donner quelques chefs-d'œuvre au cinéma. En 1978,
alors qu'elle est affaiblie par les 2 opérations qu'elle a dû subir pour soigner un cancer du sein, elle retrouve la Suède et un metteur en scène avec lequel elle rêve de travailler depuis de nombreuses années, son homonyme Ingmar Bergman. Ce sera Sonate d'automne, dans lequel Ingrid joue un rôle qui ressemble en bien des points à ce que fut sa vie. Une vie sans cesse déchirée entre la famille et le métier. Le 29 août 1982, Ingrid Bergman a 67 ans. Cet anniversaire sera le dernier. Ingrid succombe au cancer qui la ronge depuis des années. Le monde lui rend un dernier hommage, force, dignité et courage. Tels sont les mots qui reviennent le plus souvent dans la presse. Cette femme, qui n'a jamais voulu être une star, est saluée comme l'une des plus grandes actrices de sa génération. C'est le compliment dont elle rêvait en entrant à l'École royale d'art dramatique de Stockholm. Bye bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.